Donc, les campagnes, 50 000 hommes en Abyssinie, enfin, je vous expliquais, hein, c'est un effort considérable. La reconnaissance, effectivement, c'est que les Congolais sont d'excellents soldats. Ça, c'est très important. Mais pour les anciens combattants congolais, il y a une série de critiques qui sont assez dures. Comme je l'ai écrit, l'un d'entre eux m'a dit, nous sommes partis en libérateurs et nous sommes revenus colonisés. Et ça, c'était le grand malentendu, effectivement. D'abord, les conditions de l'armée extrêmement dures, hein, par chimie, 700 km, les maladies, les combats, parfois 1 contre 3, comme on a dit, les Italiens étaient 3 fois plus nombreux que les Belges ont remporté tant de victoires. Mais aussi se rendre compte de la discrimination, comme l'a dit un ancien combattant. On s'est quand même posé des questions, parce que le plus gradé des Noirs est toujours en dessous du moins gradé des Blancs. C'est quand même bizarre. Les Français avaient des officiers noirs. Les Anglais avaient des juges militaires et des officiers noirs, des Ougandais, etc. Donc il y a toute une série de questionnements qui commencent à surgir et une série de revendications, et en tout cas une prise de conscience, une première prise de conscience, si vous voulez. Et puis il y a une grande frustration. Comme me dit un ancien combattant, on arrive au Caire, et là, le général en chef nous dit il n'y a plus de blanc et de noir, on doit l'ensemble de la victoire de la Belgique. C'est le message officiel de la colonie, compris mon grand-père. On avait même le signe Belgium sur notre valleuse. On croyait qu'on allait devenir belge après la guerre. On voyait un peu les illusions qu'on peut se faire et les espoirs déçus. Et quand ils reviennent au Congo, effectivement, on les renvoie à la vie civile sans les considérer. Je vais vous donner 2 exemples. Un soldat qui a fait toute la campagne de Proche-Orient, revient à Kisangani, il a pu aller dans les magasins ouverts à tous. Au Congo, ils ne sont pas ouverts à tous. Il arrive dans un magasin pour blanc et on le met dehors. Un autre exemple, c'est plus cocasse, c'est très ridicule, mais un Congolais me dit, mais à un moment je lui dis, mais alors vous avez rencontré des femmes blanches? Ben oui, j'ai rencontré une Française à Jérusalem. Je vous rendez compte, j'ai pu passer la nuit avec une Française à Jérusalem, au Congo belge, c'était évidemment impensable à l'époque, tout à fait impensable. Donc vous voyez le décalage énorme entre la manière dont ils avaient vécu la guerre et le sacrifice qu'ils avaient fait, et la manière dont ils sont accueillis au retour. Très intéressant, commence et émerge les premières revendications pour l'indépendance ou en tout cas nationaliste. Je vous parle d'un texte qui a été écrit au Katanga à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été donné à un pilote américain, un pilote allemand américain. Et ça, c'est un texte extraordinaire parce que celui qui l'a écrit, qui est sans doute un petit employé qui savait lire et écrire, s'appuie sur la charte atlantique. La charte atlantique, c'est la charte des Alliés, qui dit nous luttons pour la liberté des peuples. Et il dit alors, la liberté des peuples, ce sera aussi la liberté de notre peuple. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Et donc, il exige dans ce texte la liberté, l'arrêt de la domination capitaliste. Je cite, avoir des représentants légitimes, avoir la liberté de parole et de pensée et bénéficier des codes et de l'instruction. Sur ce dernier point, le Congo belge a un effort considérable. Donc, si vous voulez, il utilise la charte de l'Atlantique contre les instabilités, ça va, je suis dans les temps. Il utilise la charte atlantique pour revendiquer quelque chose au Congo belge même pour les Congolais. Voilà ce que me disaient ces anciens combattants. Le gouverneur général, dès 1943-44, insiste beaucoup, j'en ai déjà parlé, sur l'idée de rendre aux Congolais l'effort de guerre, jusqu'à l'uranium dont vous avez évidemment parlé, et qui a servi aux bombes atomiques que les Américains ont fait au-dessus de la bombe. Vous imaginez, il n'y avait que le Congo belge qui avait de l'uranium, c'était une affaire extrêmement délicate à mener. Et donc, rendre aux Congolais, ça c'est une de ses autres spécialités. Donc, on crée certains instruments comme le fonds du bien-être, etc. Il exige plusieurs textes, ce sont très clairs. Il dit les Congolais ont payé l'effort de guerre aussi. Donc, il faut un juste retour de cet effort qu'ils ont
doit revenir aux travailleurs blancs comme aux travailleurs congolais, ce n'est que justice. Et donc, il indique, au moment où il termine son mandat en 1946, donc déjà en 1944, il dit dans l'ouverture du Conseil du gouvernement de 1944, le Conseil du gouvernement, c'est le Conseil des conseillers de l'administration coloniale qui font le gouvernement colonial à l'époque, il indique sa volonté que les représentants des Congolais fassent partie du Conseil colonial. Donc des membres désignés pour ça, et pas uniquement des fonctionnaires belges. Donc il exige aussi économiquement le soutien de la Belgique, le soutien financier, des investissements en clair, après la guerre, en disant le Congo a donné, il est temps maintenant d'investir, notamment dans les équipements, dans l'enseignement, etc. Et là, cet espoir sera très fortement déçu. Alors, dernier épisode assez surprenant, vous allez dire, ce gouverneur qui est assez partisan dans le système, qui est certainement pas anticolonial, comme certains l'ont dit, il s'est acquis au cœur du système colonial, mais il est quelque part opposé aux essais du système colonialiste. Et il joue souvent sur ces deux mots pour dénoncer le colonialisme, mais pour montrer que l'œuvre coloniale est importante. Vous avez dit que c'est joué sur des mots. En 1946, quand il dit, moi j'avais oublié, c'était que je n'avais jamais lu, c'est un Congolais qui m'a montré et qui m'a dit, mais regardez ce qu'il dit en 1946, il quitte le Congo, il termine son mandat et il écrit, il dit, les temps du colonialisme sont révolus en 1946. Et il ajoute maintenant c'est l'œuvre coloniale, c'est une œuvre de développement, etc. Parce qu'il avait perçu, comme Churchill, comme De Gaulle, qu'à terme, le système colonial allait disparaître, il fallait préparer la suite. À son départ, le jour de son départ, à la plaine d'aviation, mais ça, je ne sais pas si M. Bongo était là, d'après les sources, il y avait 100 000 Congolais sur la plaine d'aviation le jour de son départ, 100 000 sur les 200 000 habitants de l'écologie de l'époque. C'était un moment extrêmement fort et émouvant. Et donc, pour vous dire en quelques mots, ensuite, donc en 1958, on l'approche pour devenir ministre des colonies pour lancer une réforme qui était annoncée par le nouveau gouvernement. Il renonce pour des raisons de maladie et il décède en février 1958, juste quelques jours, un mois après le soulèvement des colonies, le 4 janvier 1959. Vous connaissez cet épisode, je suppose, on vous rappelle en bref, la moitié de la ville, 200 000 Congolais, partent vers la cité de la ville blanche. Commence à t'appuyer, l'armée loin d'être venue, etc. Voilà. Et il laisse tout le temps enfants, dont 4